Imaginez 9 hommes enfermés dans un petit fortin en béton, sans électricité, sans eau courante, éclairés à la lampe à pétrole, et tout ça face à une armée de soldats. Eh bien, sachez que ces 9 hommes-là ont tenu tête pendant plus d'une semaine à plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de soldats, et ça s'est passé lors d'un assaut italien. Nous sommes en juin 1940, la France s'effondre face aux Allemands et pendant ce temps, vers la frontière italienne, à 2 pas de Menton, se joue l'un des épisodes les plus étonnants et les plus méconnus de la bataille de France, j'ai nommé la résistance du petit ouvrage de Pont-Saint-Louis. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreux à nous suivre et à nous écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qu'on vous met en description de ce podcast. Ça vous permettra notamment de voir les vidéos courtes qu'on produit en lien avec le podcast. Et puis ça soutient également le podcast. Et si vous souhaitez nous soutenir encore plus, ça ne prend que 10 secondes. Vous pouvez aller sur le Patreon, nous donner un petit coup de pouce. C'est le Patreon de La Petite Histoire. Le petit coup de pouce, c'est 3 € par mois. C'est sans engagement. Et ces 3 € mis bout à bout permettent de financer notre travail de recherche, d'enregistrement, de mixage et de publication. Enfin, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez profiter de la visibilité du podcast, eh bien sachez que vous pouvez devenir sponsor officiel d'un épisode ou de la chaîne de manière générale et faire connaître votre entreprise ou votre marque à des dizaines de milliers d'auditeurs fidèles de La Petite Histoire. On vous met tous les liens en description. Allez, il est temps de chausser nos Rangers et préparer notre bardage. On part à la rencontre de 9 hommes du bout de la France. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Bon, tout d'abord, petite remise en contexte. Nous sommes en septembre 1939. Après des mois de tension avec la montée du nazisme et l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, la France va déclarer avec l'Angleterre la guerre à l'Allemagne. C'est la grande mobilisation et débute ce qu'on appellera plus tard la drôle de guerre. C'est cette période étrange où le front reste figé pendant des mois. Alors au sud, l'Italie de Mussolini est encore officiellement neutre, mais officiellement seulement. Et la France commence, elle, à se mettre en ordre de bataille avec ses troupes le long de la frontière italienne, histoire de ne pas être prise au dépourvu. Sur cette frontière entre l'Italie et la France, à l'extrémité sud de la ligne Maginot, là où les Alpes plongent dans la Méditerranée, les Français ont construit tout un système de fortification. Un système qu'on appelle le secteur fortifié des Alpes-Maritimes. On a donc de gros ouvrages enterrés, des postes avancés et tout un dispositif qui est pensé pour verrouiller la route littorale qui relie l'Italie à Nice. Et parmi tous ces points d'appui, il y en a un tout petit, presque insignifiant d'ailleurs sur le papier, c'est l'avant-poste de Port-Saint-Louis. Il est à Menton. Il a été construit au début des années 30 pour bloquer la route avec sa barrière anti-char coulissante. Alors sa garnison, c'est juste un adjudant-chef, un sergent et 7 chasseurs alpins. 9 hommes donc, 9 hommes en tout pour défendre un pont. Et pendant des mois, eh bien ces soldats, ces 9 hommes, vont vivre là, dans un calme presque monotone. Mais un beau jour, Menton est évacué par précaution. Nous sommes là au début du mois de juin 1940 et la ville se vide donc. Et le petit fortin, lui, attend. Mais à partir du 10 juin, à minuit, tout va changer. Cette fois-ci, en effet, l'Italie vient de déclarer officiellement la guerre à la France. Et quelques heures plus tard, à 23h, le génie militaire fait exploser le dispositif de mines préventives posé sous la route, histoire de rendre cette route impraticable pour des véhicules italiens. L'explosion est d'une violence inouïe. Imaginez un petit peu. Une explosion si violente qu'elle ébranle le bunker de Pont-Saint-Louis, sectionne la ligne téléphonique et remplit la galerie de gaz toxiques. Alors il va falloir une bonne demi-heure de ventilation pour que les hommes puissent à nouveau respirer à peu près normalement à l'intérieur. Et à ce moment-là, clairement, on se dit que ça y est, la guerre contre l'Italie est officielle, elle a vraiment démarré. Malgré ça, les jours qui vont suivre aux abords du bunker vont rester étrangement calmes. Même si, dans les montagnes, les combats
ont déjà éclaté. Le 17 juin, le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser le combat. Alors à Menton, l'atmosphère se détend chez les soldats. Des soldats qui pensent ne plus avoir à se battre désormais. Le chef du petit poste laisse même passer des officiers italiens en visite. Sauf que le général Montagne, qui commande le secteur, n'est pas du tout de cet avis. Et il refuse de se rendre. Il relève même le chef du poste de son commandement et il envoie un nouveau leader, tout frais, sorti de Saint-Cyr. Ce leader-là, c'est un sous-lieutenant qui se prénomme Charles Gros. Et lui, il a une idée bien différente de la situation, ce Charles Gros. Il veut se battre. Charles Gros arrive discrètement au poste et à son arrivée, il constate que ses hommes manquent cruellement de visibilité. Et il fait donc installer un canon anti-char. Il voit aussi que l'hygiène à l'intérieur du fortin est déplorable. Alors il nettoie avec du désinfectant le bunker. Enfin, Charles Gros n'est pas là pour déconner, vous l'aurez compris. Alors il resserre la discipline. Et très vite, 2 nouveaux hommes vont rejoindre Charles Gros. Ces 2 hommes, ils viennent en remplacement de 2 chasseurs alpins, dont le sergent Bourgoin, qui est une forte tête bien décidée à se battre jusqu'au bout contre l'occupant. Les combats au poste commencent le 20 juin au matin. 7 soldats italiens débouchent du virage avant le pont. Un chasseur alpin les chasse à coups de feu. Puis 15 soldats arrivent. Puis 200 soldats arrivent. Les Italiens se séparent alors pour tenter de passer des 2 côtés du pont. Et les chasseurs alpins ripostent à la mitrailleuse et ferment la porte blindée du bunker. Puis, rapidement, ils demandent en urgence l'appui de l'artillerie lourde postée à l'ouvrage du Cap Martin, à quelques kilomètres de là. Et c'est à ce moment précis que les canons de 75 mm entrent en action. Alors malgré tout, les Italiens vont parvenir jusqu'à la barrière anti-char qui est presque collée au bunker. Mais les Français leur envoient 8 grenades. Alors, les Italiens reculent. Oui, obligés. Du 21 au 24 juin, les assauts vont se répéter presque quotidiennement. La guerre a vraiment commencé. Plus haut dans la montagne, les autres avant-postes français sont encerclés un par un. Mais ils tiennent grâce au soutien constant de l'artillerie depuis les gros ouvrages enterrés. À Pont-Saint-Louis, les hommes, eux, manquent de tout, absolument tout. Pas d'électricité, manque de ravitaillement, manque d'hygiène également, et bientôt manque de munitions pour leurs canons anti-chars. Les soldats manquent tellement de matériel que 2 alpins vont partir un midi récupérer de l'huile d'olive, dans une auberge abandonnée des environs, simplement parce que le canon n'a plus de quoi se lubrifier. Ils vont donc utiliser l'huile d'olive. Imaginez un petit peu, c'est vraiment la dèche. Alors l'assaut le plus sérieux va avoir lieu le 22 juin. Ce jour-là, des chars et des motocyclistes, appuyés par environ 200 hommes, s'approchent. Soudain, les canons 75 mm du Cap Martin font un tir de barrage qui détruit plusieurs chars. Les fantassins italiens, eux, sont repoussés. Le 24 juin, ce sont des mortiers lourds qui tombent sur le poste et pendant ce temps, les 9 hommes de Pont-Saint-Louis, coupés de toute information, ignorent totalement que l'armistice vient d'être signé entre la France et l'Italie ce même jour. Le 25 juin, au matin, un dernier échange de tirs a lieu. Vers 8h45, un immense drapeau blanc apparaît au niveau du virage, suivi de sonneries de trompettes et d'une centaine de soldats italiens. Le sous-lieutenant Gros sort seul à la rencontre d'un colonel italien qui vient lui annoncer l'armistice et demander l'arrêt des combats. Oui, sauf que Gros, lui, il n'a reçu aucun ordre dans ce sens. Alors il refuse. Il refuse et il menace même de rouvrir le feu si les Italiens ne se retirent pas. Ce n'est que lorsque des officiers français de liaison arrivent en urgence pour confirmer l'armistice que la situation commence à se débloquer. Enfin, les Italiens, impressionnés par cette résistance, demandent simplement l'ouverture de la barrière, histoire d'évacuer leurs blessés. Gros accepte, mais à une condition. La condition est la suivante.
que sa garnison soit relevée en armes et non désarmée comme des vaincus. Et ça sera fait, à 18h, heure à laquelle les 9 hommes vont quitter enfin leur poste vers le Cap Martin. Alors avant de partir, ces hommes vont prendre soin d'emporter leurs armes, bien sûr, et puis de fermer la porte du fortin à clé. Et le soir même, le général René Orly, qui commande l'armée des Alpes, vient féliciter en personne les 9 défenseurs et il remet une décoration au sous-lieutenant Gros. La petite garnison sera donc citée à l'ordre de l'armée pour avoir tenu sa mission jusqu'au bout, sans jamais se laisser intimider, même après l'armistice, en empêchant les Italiens d'ouvrir la barrière ou de désamorcer le champ de mines, tant qu'une relève en bonne et due forme n'avait pas eu lieu. Alors je vous l'ai dit, ces soldats, ils sont seulement au nombre de 9. 9 soldats. Bon, 9 soldats, c'est pas grand-chose. Mais pour combien d'Italiens ? Eh bien, c'est là que les chiffres divergent selon les sources. Certains parlent de 4000 hommes, d'autres de 5000 hommes, avec des centaines de morts et de blessés côté italien. Donc vous l'aurez compris, difficile d'avoir un chiffre exact, tant l'histoire a été reprise et reprise maintes et maintes fois, et un petit peu enjolivée, il faut bien le dire, au fil du temps. Mais ce qui est certain en revanche, et documenté d'ailleurs noir sur blanc, c'est que ce petit ouvrage, conçu pour 9 hommes et quelques jours de résistance symbolique, n'a jamais été pris. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Voilà les amis pour cette petite histoire autour de la bataille de Pont-Saint-Louis. Et vous, est-ce que vous connaissiez cette bataille ? Dites-le nous en commentaire, on attend vos messages. En attendant, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous êtes de passage du côté de Menton, n'hésitez pas à vous arrêter également au niveau du poste, qui est encore là aujourd'hui. Et envoyez-nous d'ailleurs une petite photo, on pourrait s'en servir pour le visuel si vous le souhaitiez. On se retrouve nous très vite pour une nouvelle petite histoire. Et en attendant, on vous attend sur le Patreon. Pour 3 € par mois, vous pouvez soutenir votre podcast préféré, en tout cas l'un de vos podcasts préférés, si vous êtes là c'est le cas, La Petite Histoire. Et puis vous pouvez également, pourquoi pas, devenir le sponsor officiel de La Petite Histoire pour un épisode ou pour plusieurs épisodes. On vous attend sur contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.